avec Edwige Chevrillon. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rush au lendemain de ce 1er mai avec toute cette violence. Deux syndicalistes réformistes sont avec nous. Luc Beryl, secrétaire général de l'UNSA, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et Philippe Louis, président de la CFTC, merci d'être là. Bonjour. Avec la CFDT, on peut dire que vous avez trois syndicats réformistes. Vous assumez ce mot? Oui, vous on y compris? assume, oui, sans aucun problème. C'est notre conception du syndicalisme. Construction sociale, c'est notre maître mot, donc réformiste. Alors, est-ce qu'il y a eu défaillance hier, dans les heures du 1er mai, défaillance de la part de la police qui n'est pas intervenue? Vous avez entendu comme moi, la polémique elle enfle depuis hier soir. D'abord, votre réaction par rapport à ce 1er mai, et puis ensuite, est-ce qu'il y a eu défaillance? Philippe Louis, je commence peut-être par vous. Une chose est sûre, c'est que tous ces affrontements ont dénaturé le 1er mai. Le 1er mai, c'est la fête. Convergence des luttes, on pourra en reparler après, mais bon, c'est quand même là que les travailleurs se rassemblent. Et ces affrontements, c'est scandaleux, c'est tout simplement scandaleux. Est-ce qu'il y a eu défaillance? Moi, j'en suis pas sûr. Vous savez, je pense que pour que la situation se dégrade, il suffit d'une étincelle. Et une étincelle, ça pourrait être justement un 1er mai, dans des affrontements, des blessés. Et donc, qu'on soit prudent, qu'on essaye de faire des choses pour préserver l'intégrité physique de tous les manifestants et même des casseurs, parce qu'après tout, il faut aussi respecter l'intégrité physique de tout le monde. Donc je pense que c'est très très difficile. Et c'est là que ça peut porter polémique. Je vous devance parce que le syndicat UNSA Police, qui est très important, hein, dans un communiqué, a dit qu'aucune interpellation en amont n'avait lieu et l'a regretté. Quelle est la position de l'UNSA et de vous? D'abord, ça n'a rien à voir avec le syndicalisme. Ce qui s'est passé, les groupes qui sont intervenus, qui sont des groupes ultra-violents, d'ultra-gauche, d'autonomes, d'anarchistes, sont des gens qui ont une idéologie assez précise. Et dans cette idéologie, il y a la volonté justement de faire de la provocation par la violence. Donc sur le fond, il fallait préserver l'intégrité physique de tout le monde. C'est sans doute ce que recherchaient d'ailleurs ces groupes, d'aller jusqu'à la provocation et peut-être même dans des accidents graves. Donc il y avait une réaction à avoir de ce côté-là. Alors maintenant, du côté du travail de la police et du côté de la responsabilité de l'État, du maintien de l'ordre, parce que c'est de ça dont il s'agit, moi, mes camarades de l'UNSA Police le disent, il y avait des renseignements, on savait le préfet de police a dit, il s'est expliqué ce matin, le confrère de BFM TV. On savait tout ça, et la question que ça pose, c'est de savoir s'il n'est pas nécessaire d'interpeller avant que les regroupements se fassent. C'est rendu possible, même si les techniques de ces groupes sont très éprouvées et que c'est une opération de police qui est difficile à tenir, mais la question va se poser parce qu'il va y avoir d'autres manifestations. Justement, c'était la question. Et le droit de manifester, c'est le droit de manifester évidemment de façon pacifique. Et là, on lui porte atteinte, pas de la part de l'État bien évidemment, mais de la part de groupes qui ont théorisé le fait qu'il fallait s'attaquer à la démocratie, tout simplement. La seule chose que disait le préfet de police ce matin, enfin, il disait que vous êtes difficile d'interpeller quelqu'un sous prétexte qu'il était habillé en noir. Et en plus, souvent, ils avaient des techniques, comme vous dites, où ils retournaient un blouson. Ils ne sont pas habillés en noir quand ils arrivent en général, ils se travestissent. Donc, mais en même temps, il y a un travail de renseignement qui peut se faire et qui peut faire qu'à un moment donné, on peut, dans la mesure du possible, empêcher que ces gens-là se regroupent. Ultra-gauche, vous avez dit, vous avez vu comme moi, certains disent c'est l'ultra-droite, enfin notamment les mélenchonistes. Est-ce que vous dites ultra-gauche, vous assumez? Ultra-gauche, ultra-droite, j'en sais rien, mais le résultat est le même. Vous avez dit ultra-gauche, hein Non, moi j'ai dit ultra-gauche parce que c'est plutôt de ça dont ces groupes se réclament. Enfin, sur le fond, ultra-gauche ou ultra-droite, vous savez, quand on en vient à prôner la violence comme ennemi de la démocratie, le résultat est le même, malheureusement. Philippe Louis, est-ce que vous pensez que le gouvernement cherche un peu à minimiser cette violence? Non, je ne pense pas, parce que des manifestations, il y en a, il va y en avoir encore, et je pense qu'il faut éviter le pire. Donc je ne pense pas qu'ils cherchent à la minimiser, mais j'espère qu'ils prendront les dispositions pour pas que ça puisse se répéter, quoi. Tout l'enjeu est là, encore une fois, et je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait, dans les mois qui viennent, de blessés, et donc il faut prendre la mesure. La mesure est vraiment quelque chose de très 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 important, quoi. Avez-vous reçu un coup de fil de Pascal Pavageau, le nouveau secrétaire général de Force ouvrière? Il a dit qu'il allait tous vous appeler un par un, donc est-ce qu'il l'a fait, Philippe Louis? Pas encore, mais je ne doute pas qu'il va le faire incessamment sous peu. Et vous, Luc Beryl? Moi, je n'ai rien reçu non plus. Rien reçu. Il appelle à l'unité syndicale, enfin, puisque le 1er mai... Vous avez jamais envisagé de défiler le 1er mai? Mais vous savez, dans l'histoire, la CFTC a défilé, a souvent défilé seule.
Parce qu'encore une fois, c'est la fête du travail, donc c'est plus des moments conviviaux qu'on a essayé d'organiser. Voilà. C'est pas des moments forcément revendicatifs. Bon, il y a eu des périodes où effectivement il y avait des revendications. La CFTC était dans la rue le 1er mai pour revendiquer. Mais le 1er mai, prenons ça comme la fête du travail. Ne prenons pas ça comme l'expression d'un ras-le-bol chaque 1er mai. Non, c'est pas ça. La fête du travail, ça peut aussi avoir une autre signification. Est-ce que c'est qu'il ne faut pas remettre en cause, Luc Beryl, le 1er mai Non, donc je pense c'était pas le qu'il faille 1er mai était donc en 1947. Bon, voilà, l'époque a changé et on voit bien qu'il y a des dérapages. Et que souvent, comme vient de le dire Philippe Louis, c'est l'objet de... C'est antérieur à 1947, c'est une je grande crois que tradition. le premier jour était le 1er mai 1947. Le 1er mai, pardon. Non, c'est antérieur puisque c'est la journée de solidarité internationale des travailleurs. Ah oui, oui. Ça vient d'une réaction contre un mouvement qui avait été très durement réprimé aux États-Unis, à Chicago, au début du siècle, enfin précédent. Voilà, donc c'est très ancien. Donc il faut le conserver comme élément symbolique très fort. C'est vrai qu'après, c'est devenu pour beaucoup de gens d'abord une journée fériée qui a un peu perdu de sa signification, mais à des moments précis, on voit que le 1er mai peut être un moment qui dépasse simplement du symbolique. Je pense à 2 1er mai qui ont eu lieu en France, celui de l'an dernier et celui de 2002. En liaison avec des échéances politiques, le second tour de la présidentielle, où Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen étaient en situation de devenir éventuellement président de la République. L'unité syndicale à laquelle aspire Pascal Pavageau, parce qu'il vient d'arriver, peut-être qu'il est moins, il est encore plein de bonnes intentions, c'est possible, c'est réalisable. Est-ce que le 22 mai, par exemple, vous pourriez être dans la rue? Nous, le 22 mai, nous serons dans la rue, il y a une unité syndicale parfaite. Il y a 7 organisations représentatives dans la fonction publique. Les 7 se retrouveront ensemble le 22 mai. Donc l'unité syndicale, bien sûr qu'elle est souhaitable, nous la souhaitons. Le sujet, c'est de savoir sur quoi elle se constitue, cette unité. Et il faut avoir des points communs à porter et des approches communes et qu'on se tienne à ce qu'on peut porter ensemble. Et c'est le fond du problème. Nous sommes souvent dans l'unité... Prenez le cas du conflit de la SNCF, etc., ou à Carrefour ou ailleurs, où il y a une unité syndicale qui se crée très naturellement. Quand on a des choses à porter ensemble, c'est quand même plus efficace de s'organiser pour parler d'une seule voix. Tout le problème, c'est de savoir quel est le contenu. Et dans le 1er mai là, qui vient de s'écouler, le débat était de savoir s'il fallait opérer un 1er mai sous le signe de la convergence des luttes, c'est-à-dire d'une fédération des mécontentements. Et nous, notre conception syndicale, c'est qu'on n'est pas là pour simplement fédérer des mécontentements, on est là avant tout pour exprimer parfois des mécontentements, mais surtout pour générer des solutions. Donc c'était pas tout à fait la même démarche. D'accord, puis là c'est vraiment circonscrit, 22 mai, c'est sur la fonction publique, donc on sait ce quoi. Vous y serez aussi, Philippe? On y sera aussi, oui, le 22 mai, oui. Mais... Donc là on vous verra toutes les organisations syndicales, on vous verra défiler ensemble. Vous serez derrière la même banderole ou pas? On défilera ensemble, forcément, oui, on sera sur la banderole de tête, pardon, donc on sera... c'est mon avis, là, c'est qu'il y a un petit problème technique pour les journalistes. D'accord, donc non, mais voilà. C'est un point important. Est-ce que vous avez été reçu, Philippe Louis, par Emmanuel Macron en tête-à-tête? Parce que c'était un reproche que faisait Pascal Pavageau à Jean-Claude Mailly, en l'occurrence. On a été reçus plusieurs fois en tête-à-tête. C'est pas un secret, il y a eu les tête-à-tête. Et en interne, ça posait aucun problème au sein de la CFTC? Non, ça pose pas. Ça pose aucun problème. Parce que visiblement, ça avait l'air de poser un problème à Force ouvrière qui a accusé Jean-Claude Mailly d'être trop proche d'Emmanuel Macron. Ça pose aucun problème parce que ce sont des moments privilégiés, mais pas ce sont des moments privilégiés pour lui dire réellement ce qu'on pense. Et au contraire, ce sont des moments. Parce que Laurent Berger me disait, la dernière fois que j'ai eu au téléphone, c'était en octobre. Donc ça fait longtemps. Il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de réformes. Oui, c'est à peu près pareil. Ah, d'accord, donc rien depuis octobre, on est bien d'accord. Oui, non. Vous aussi, Luc Beryl? Alors nous, c'est un peu particulier, puisque nous ne sommes pas représentatifs, donc j'ai vu effectivement Emmanuel Macron. Enfin, l'UNSA ferroviaire, l'UNSA... pas dans les mêmes... Non, mais vous savez, le président de la République n'aime pas beaucoup le dialogue social et n'est pas très au clair sur la place des organisations syndicales. Enfin, il considère qu'il y en a qui sont représentatifs et d'autres pas. Donc moi, je n'ai pas eu cette possibilité de le rencontrer en tête-à-tête. Je l'ai rencontré dans le cadre d'une délégation de la Confédération européenne des syndicats, dont nous sommes membres. Philippe était là aussi. Voilà. Après, il me semble que ce qui gêne Pascal Pavageau, c'est peut-être que ce soit Jean-Claude Mailly qui a été reçu. Si c'est lui qui est reçu, je suis pas sûr qu'il dise non. On verra. Mais on verra. En l'occurrence. Alors beaucoup de réformes sur la table. La réforme évidemment de la SNCF. Vous êtes reçu pour le coup lundi prochain, lundi 7 mai, par le Premier ministre. Est-ce que vous attendez beaucoup de choses? Je ne sais pas, Philippe Louis.
Écoutez, la CFTC n'est pas représentative à la SNCF. Oui, donc vous n'y allez pas. On ne sera pas reçu. Ok. Mais, vous Alors moi j'irai bien sûr, parce lundi que matin à 8h effectivement. C'est vous qui ouvrez le bal. Alors j'irai moi avec ma fédération UNSA Ferroviaire, ce qui est normal. Pour nous le but c'est d'essayer de sortir de ce conflit. Et donc on attend beaucoup de cette rencontre, qu'il a fallu quand même beaucoup demander au Premier ministre, qui dans un premier temps nous l'a refusé, et qui ensuite s'est résolu quand même à nous recevoir. Je pense que s'il a changé d'avis, c'est qu'il a des choses à nous dire. Et nous, on a besoin d'engagements précis maintenant. Alors précis sur quoi? Parce que déjà sur la réforme, il a été clair. Il a dit rien ne va changer. Hein, donc, Oui, mais justement, si on en reste à ça, ça veut dire que toutes les portes qu'on cherche à ouvrir, il les referme. Si c'est circulaire, il n'y a rien à voir, je ne vois pas tellement pourquoi d'ailleurs il nous recevrait. J'imagine qu'il y a autre chose que ça à nous dire. Les choses précises que nous voulons, c'est qu'on va réorganiser complètement le marché ferroviaire en France. C'est pas rien. Grosso modo, on transporte de l'ordre de 4,5 millions à 5 millions de passagers. C'est pas rien de ce dont on parle. Donc, comment est-ce que ce marché va se réorganiser? Et il y a plusieurs réponses qu'il faut qu'on trouve sur le fonctionnement de ce marché, notamment son fonctionnement social. Et là, on a besoin d'avoir la négociation d'une convention collective des salariés du ferroviaire. Oui. Donc voilà, on a besoin aussi d'engagement sur la fameuse dette de la SNCF, qui a été créée largement par l'État. Est-ce que l'État va la reprendre et comment? Et autrement que des déclarations générales. Et puis on a besoin aussi de garanties concernant l'investissement. Vous voulez un chiffre? Bien sûr. Sur la dette? Non mais je dirais Bien sûr, je veux un chiffre. Et je veux aussi les conditions dans lesquelles tout ça va se passer. C'est pas par le volonté d'avoir un chiffre. Après, c'est nous qui allons payer, c'est nous les contribuables qui allons payer. Rassurez-vous, c'est déjà les contribuables qui payent. Ouais. Hein, les plus de 50 milliards de dettes accumulées de la SNCF, c'est déjà les contribuables qui le font. Donc de toute façon... Et on remet à la poche chaque année 3 milliards. Oui. Oui, et il faudrait remettre un peu plus que 3 milliards pour une raison, c'est que le réseau ferré, qui lui ne va pas du tout être privatisé, aucun pays ne l'a fait heureusement, sauf l'Angleterre qui est revenu dessus. Mais ce réseau privatisé, par définition, il est déficitaire. Il faut donc le subventionner. Vous savez, en Allemagne, quand on parle beaucoup, on subventionne 3 fois plus que ce qu'on ne le fait en France. C'est ce réseau qui est à l'heure actuelle en mauvais état, notamment, qu'il faut réparer, etc., etc. Donc il nous faut des engagements là-dessus. Mais donc si je vous écoute, vous voulez, entre les investissements et l'emprise de la dette, je veux dire, c'est un investissement colossal. Là, on est dans les, je sais pas, dans les 80 milliards, on est dans les combien? Mais c'est déjà un investissement colossal. Tout ce dont je vous parle, c'est le fonctionnement actuel du marché ferroviaire. Et rassurez-vous, dans tous les pays, quel que soit le système, on se retrouve confronté à tout ça. Le réseau ferré, c'est pas exactement comme une voie vicinale qu'on va ouvrir à la circulation. Il y a des conditions de sécurité, il y a des conditions... Vous attendez à ce qu'ils reviennent sur le statut des cheminots ou pas? Moi, je souhaiterais qu'ils reconnaissent tout simplement que le fond du dossier n'est pas du tout le statut des cheminots. Le statut des cheminots n'est pas la clé de la réorganisation du marché ferroviaire, évidemment. Si, plus ou moins quand même. Quand vous entendez des acteurs privés, ils vous disent, par exemple, pour les petites lignes, nous, on peut rentabiliser les petites lignes parce que là, on peut mettre une personne là où ils sont obligés d'en mettre 3 ou 4 à cause du statut des cheminots. Non, c'est le statut des cheminots, il n'a pas été inscrit dans le marbre, il a changé, il a bougé. On peut parfaitement le négocier. Donc le problème n'est pas le statut des cheminots. Philippe Louis, là-dessus, vous êtes moins en pointe là-dessus, mais enfin... Je suis moins en pointe, je suis un ancien cheminot, donc je connais bien. Il y a effectivement un statut qui est en quelque sorte déjà une convention collective propre à la SNCF, qui est négociée en permanence. Il y a un comité qui négocie en permanence. Donc je pense que la SNCF a besoin de se restructurer. Les données changent, il y a d'autres entreprises qui vont venir en concurrence, il faut se restructurer. Et je ne pense pas que le statut des cheminots empêche cette restructuration, mais ça demande beaucoup de concertation en interne. Oui, d'accord. Donc le 7 mai, il doit se passer quelque chose. Des aveux pour Elisabeth Borne, elle sera aux côtés du Premier ministre ou pas? Je pense qu'elle sera évidemment aux côtés du Premier ministre. Pour nous, le jeu n'est pas d'opposer l'un à l'autre. Nous, ce que nous voulons, c'est des solutions. Non. Nous, ce que nous voulons, c'est des solutions pour sortir du conflit. Et il y a des choses qui relèvent. Si vous prenez ces exemples que j'ai donnés, qui ne sont pas rien, de questions de dette, etc., c'est pas Elisabeth Borne qui va décider de ça. C'est une décision fondamentale de l'État qui doit être assumée par un arbitrage, d'ailleurs, par le Premier ministre. Est-ce que vous estimez que la négociation de dernière question sur la SNCF, parce qu'après, il y a beaucoup de choses sur la réforme professionnelle, est-ce que vous estimez quand même que ça a été très mal géré, cette transformation de la SNCF à venir? Alors, ça a été très très mal géré, surtout par le gouvernement actuel. Parce que je vous rappelle quand même que l'annonce a été faite fin février par le Premier ministre, et qu'en 3 mois, on est censé dire comment tout ça va fonctionner. C'est un dossier très complexe. Je rappelle quand même que nous avions déjà négocié, nous, des adaptations, y compris des évolutions de la SNCF
3 ans avant, nous sommes engagés dans un accord et qu'à nouveau, on repart comme si cet accord n'existait pas. Donc ça a été particulièrement mal géré, oui. Juste un point, parce que j'ai posé la question à Philippe Martinez de la CGT qui dit mais c'est pas notre faute, on discute depuis 3 ans sur la question de la convention, nouvelle convention collective, hein, une fois qu'il y aura l'ouverture à la concurrence. Normalement, vous avez quelques mois pour trouver une définition de cette nouvelle convention collective. Il dit c'est pas de notre faute à nous, syndicats, c'est parce que c'est du côté du patronat ferroviaire, en l'occurrence la SNCF, qui ne négociait pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est l'UTP qui représente le patronat du ferroviaire privé. Il est pas là que je recevais là, le patron qui effectivement, sur toute une série de sujets, traînait beaucoup la patte. Simplement, vous voyez, c'est là où c'est compliqué. C'est que pour négocier la convention collective du ferroviaire, il faut quand même savoir quels vont être les contours de ce marché ferroviaire. Or, la façon dont le gouvernement s'y est pris fait que toutes ces questions-là, il faut les traiter en même temps et on a 3 mois pour le faire. Donc il y a une erreur de méthodologie qui est fondamentale et puis surtout, on a tout mis sur le dos des cheminots à tort et sur le statut des cheminots, alors que le statut des cheminots ne règle rien du surendettement de la SNCF, ne règle rien de l'organisation du réseau ferroviaire, bien évidemment. On parle il y a eu le Conseil d'État a rendu son avis, en l'occurrence sur le projet de loi avenir professionnel de Myriam Pellico, avec 2 points assez importants, en l'occurrence sur la question du financement, parce que le Conseil d'État dit que dès lors qu'il n'y a plus de cotisation salariale, on peut s'interroger sur la nature même de l'assurance chômage, et puis sur la question de l'emploi raisonnable, de l'offre raisonnable d'emploi. Philippe Louis, d'abord sur la question du financement, ça veut dire quand même que quelque part, c'était une petite musique qu'on entendait, hein. Ça veut dire que l'assurance chômage, finalement, ne fonctionne plus comme une assurance. Il faut en changer la nature. C'est là, on va vers là avec cet avis du Conseil d'État qui a été rendu? Pas forcément. La CSG peut être fléchée. C'est un impôt. C'est un impôt, mais on peut très bien le flécher. Donc cet impôt peut être fléché vers l'indemnisation de l'assurance chômage. Donc ça peut ne pas poser de problème. Je ne sais pas, je lis. Le Conseil d'État appelle l'attention du gouvernement sur la situation inédite présentée par l'absence de toute contribution salariale. Il invite donc à l'approfondir sur sa réflexion dans la perspective d'une réforme du système de protection sociale. Donc ça va quand même assez loin. Oui, on est d'accord. Mais pour l'instant, il a été clairement dit dans le projet de loi qu'en fait cette CSG était fléchée. Alors après, ce qui est dit aussi, c'est que le montant du fléchage peut varier d'une année à une autre. C'est un petit peu ça notre interrogation. Donc pour l'instant, il y a quand même des assurances. Par contre, où ça pourrait poser problème, c'est par rapport aux indépendants, qui eux ne payaient pas de cotisation et qui aujourd'hui, eux, payent la CSG. Donc c'est CSG, est-ce que la CSG des indépendants sera aussi fléchée vers l'assurance chômage? Si elle est fléchée, on peut considérer qu'eux aussi cotisent. Hein, et donc à ce moment-là, ils rentrent dans le système normalement. Ce qui n'est pas évident, parce qu'en fait, ce qui sera fléché sur le montant actuel. C'est-à-dire qu'on va reporter le budget qu'on avait cette année sur l'année prochaine. Mais après, comment ça va? Beaucoup de interrogations quand même, non? C'est vraiment technique et c'est relativement compliqué. Ouais. Sachant que logiquement, les comptes de l'UNEDIC devraient s'améliorer, que du coup on aura besoin de moins de moyens pour indemniser les chômeurs. Alors est-ce que ça veut dire que du coup les indépendants cotisent plus? Donc je pense que là aussi il faut que le projet de loi précise tout ça en disant voilà ce qui est fléché vers l'assurance chômage et voilà à quelle hauteur ça sera fléché. Ouais, d'accord. On Donc, une assurance. Fléchage, décidément, il y a beaucoup de problèmes avec le fléchage dans les réformes du gouvernement. Luc Berry, là-dessus vous avez une... Oui, c'est un peu le revers de la médaille quand on dit qu'on veut aller très vite. Quand on veut aller très vite sur un sujet qui est technique, compliqué, et je ne dis pas ça parce que du côté de l'UNSA, on ne voudrait pas que les choses évoluent. La question de l'indemnisation d'un certain nombre d'indépendants se pose. Enfin bon, voilà. Surtout que les frontières entre le statut de salarié et d'indépendant sont de plus en plus floues pour un certain nombre de catégories professionnelles. Donc il faut prendre ça en compte. Mais quand on veut aller très vite, en roulant parfois un peu des mécaniques, sans avoir un peu réfléchi au sujet, on s'expose parfois à des remarques comme celles du Conseil d'État. Derrière, je voudrais dire ça quand même, il y a un vrai sujet de fond sur la nature de la protection sociale. Oui, Philippe on Louis y arrive, évoquait la CSG qui sert en partie à financer l'assurance maladie, mais l'assurance maladie, c'est devenu un droit universel. Ce n'est pas le cas de l'assurance chômage. L'assurance chômage a véritablement un caractère d'assurance sociale. C'est-à-dire vous êtes assuré, vous cotisez et vous percevez donc le bénéfice de cette assurance. Mais tout le monde, un enfant de 7 ans n'est pas couvert par l'assurance chômage, heureusement. Il est couvert par contre par l'assurance maladie par l'intermédiaire de ses parents. Donc ça, il faut le préciser parce que
dans la pensée du gouvernement, il y a une espèce de volonté d'étatisation de toute une série d'institutions. Et il faut y réfléchir autrement que par quelques coups de menton ou par quelques assurances portées d'un point de vue politique. Sur un mot sur l'offre raisonnable d'emploi, il nous reste 2 minutes et j'ai une question sur Air France, bien sûr. Bon, il faut quand même qu'elle revoie sa copie, c'est ça que vous dites? Ben, il faut revoir sa copie. Mais bon, quelque part, on pourrait quand même trouver normal que dans un bassin d'emploi où on a le plein emploi pratiquement parce qu'on est à 5% de chômeurs, il y ait d'autres contraintes qui puissent peser que dans un endroit où il y a 20% de chômeurs. Et effectivement, là, on voit bien que les deux offres raisonnables d'emploi peuvent légèrement différer. Donc, est-ce qu'il faut le définir au niveau national avec... C'est le Conseil d'État a l'air de dire il faut que ça soit partout pareil. Il faut que ça soit partout pareil, mais voilà, est-ce qu'il faut... Une question, pardon, excusez-moi, je vous coupe un peu la parole, mais il nous reste très peu de temps. Est-ce qu'un référendum chez Air France pour contourner les syndicats, il a raison? Demain, 18h, on connaîtra le résultat. Ben, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, 18h, pardon. Oui, ou demain... Aujourd'hui, 18h. Là, clairement, c'est contourner les organisations syndicales, parce que le référendum ne pourra être mis en place qu'à partir d'aujourd'hui ou de... Voilà, et ça a été devancé, donc oui, c'est pas... Luc Beryl, est-ce qu'après tout, quand on a un blocage, quand on a un syndicat qui se prend, je n'ai plus l'expression de Laurent Berger, mais enfin, qui est extrêmement en charge très violente du leader de la CFDT, vous, quelle est la position d'UNSA? L'UNSA représente Air France, elle fait partie de l'intersyndicale qui a appelé notamment à la grève. Vous savez, il y a un conflit très ancien à Air France et une dégradation très importante des relations sociales. Ça explique beaucoup les blocages aujourd'hui. Alors c'est demain 18h. Ah pardon, je crois que c'était aujourd'hui 18h. C'est demain 18h, on m'avait dit ça ne change rien. Au ministère. Mais effectivement, c'est clairement conçu par l'entreprise comme une façon de détourner, de contourner les organisations syndicales. Qui met en péril. Est-ce que ça ne met pas en péril Air France? Oui, mais à l'origine de tout ça, vous avez quand même 6 ans de blocage salarial. Oui, comme beaucoup. Non, pas comme beaucoup. Financière, Non, pas comme beaucoup. Et pas que du blocage salarial. Et puis, surtout, une qualité des relations sociales à Air France qui est très dégradée depuis des années. Ça explique beaucoup de choses sur la difficulté à trouver des solutions dans cette entreprise. Leader Massimo, c'est ce que disait, voilà, je cherchais l'expression à propos du président du syndicat des pilotes utilisé par Laurent Berger. Merci beaucoup Luc Beryl, donc de l'INSA. Rendez-vous donc lundi matin à 8h à Matignon. Merci beaucoup Philippe Louis, donc le leader de la CFTC. Voilà, c'est la fin de cette RH. On se retrouve ce soir. Ce soir, j'aurai Olivier Ginon, qui est le président de GL Events, qui est mis en cause notamment par Mediapart pour de près ou pas, ou les ristournes accordées à Emmanuel Macron pendant sa campagne présidentielle. Après, c'est Stéphane Leviette, le patron de Legal Star, qui sera notre invité. Rendez-vous ce soir à 18h30.